Alors, tout d'abord, déjà bonsoir. Alors, première chose, il y a le quorum sans difficulté. Nous sommes 21 présents, donc nous avons 2 personnes absentes excusées qui ont donné leur pouvoir. Donc il y a Madame Marilyn Kwasecki qui a donné son pouvoir à Madame Nadine Verneau, et il y a Madame Marie-Blanche Garcia qui a donné son pouvoir à Monsieur Michel Porter. Donc, premier point, désignation de la secrétaire de séance. Donc, je vous rappelle qu'on le fait par ordre alphabétique. Le premier, c'était M. Boucher. Là, par ordre alphabétique, ça tombe sur Eric Brel. Pas de souci, Eric. Hein, voilà, donc, c'est très bien. Pas d'opposition. Très bien. Approbation du procès-verbal de la séance du 8 avril. Y a-t-il des remarques sur le dernier procès-verbal ? Je n'en ai pas eu à ma connaissance. D'habitude, quand il y en a, souvent, on vous prévient à l'avance, ce qui est bien. Ça permet de préparer la réponse ou la modification. Très bien, donc on peut considérer qu'il est adopté. Pas de contre, pas d'abstention, ni parmi les présents, ni parmi les pouvoirs. Très bien. Donc, quelques informations, quatre informations. La première, c'est donc la prise de fonction donc, de Catherine, ici présente, de Catherine Chelfoutre. Voilà, beaucoup de gens la connaissent déjà. Donc, considérant la nécessité donc, de créer un emploi permanent de rédacteur territorial afin de pallier le départ de la secrétaire générale de la commune, donc, qui était donc, Stéphanie Simoulin. Un jury de recrutement s'est réuni le 25 mars dernier afin de recevoir les candidates au poste à pourvoir. À l'unanimité des jurés, la candidature de Catherine Chelfoutre a été retenue et une demande d'autorisation de départ anticipé a été adressée à son employeur, donc l'UCESA, syndicat de l'eau du sud de l'Aisne. Donc nous sommes heureux, Catherine, de t'accueillir au sein de notre collectivité, que ce soit les élus ainsi que les autres personnels dont tu as déjà fait la connaissance. Donc s'il y en a certains qui la connaissent un peu moins bien, je pense que tu peux te tenir à la disposition d'une rencontre dans les locaux, voilà, ouvrables, dirons-nous. Voilà. Bon, je pense que c'est un point qui n'appelle pas à remarque. Parmi les candidatures, donc encore une fois, c'était unanime, c'était assez rapide au niveau de la décision. Donc information sur la fréquentation du centre de loisirs, sans hébergement, donc du mois d'avril. Donc là encore, mais j'ai l'impression de me répéter, une très bonne participation. Ça a été encadré par Muriel Boué, Valérie Guignot, Elena Manca, qui, elle, est mise à disposition par la com d'Aglo, Mathilde Usurier, Elena Moru, qui est vacataire. Capacité d'accueil maximale, 40 enfants. Et donc, vous avez le détail dans votre note, avec une bonne présence des tout-petits, Pardon ? Ah, il n'y a que moi qui l'ai, mince. On comprend la prochaine fois la rétro-projetée peut-être. Donc, parmi les 2-5 ans, ça a tourné, selon les jours de la semaine, entre 13 et 16, ce qui est vraiment pas mal, c'est des tout-petits, là. Bon. Parmi les 6-11 ans, ça a tourné entre 21 et 24. Et parmi donc le total, ça a été entre 34 et 37. Alors les petits décalages, régulièrement, c'est un petit problème de maladie, un petit souci, une petite contrainte familiale, mais on est vraiment dans des effectifs stables et relativement importants. Donc encore une fois, un centre qui a bien fonctionné, y compris dans les activités. Peut-être qu'un jour, d'ailleurs, on pourrait demander à Muriel de venir nous faire un petit point d'information, d'ailleurs, sur les activités en général, avec quelqu'un de l'aglo, pourquoi pas. On dit toujours qu'on manque un peu d'échanges et de débat dans les conseils municipaux qui sont souvent très formels. Alors, convocation des collèges électoraux pour les élections des sénateurs. Donc, renouvellement partiel du Sénat, qui se déroulera le 27 septembre prochain. Lors de ces élections, 178 sièges au niveau national de ce que l'on appelle la série 2, qui correspondent aux sénateurs élus en 2020, sont à pourvoir.
Série 2, pour aller vite, ça va du département 01 au département de l'Indre, Indre-et-Loire. Vous y rajoutez le Bas-Rhin, et vous y rajoutez un autre département, et vous y rajoutez la moitié des dom-toms. Donc ça correspond environ à la moitié du collège du Sénat. Cette élection donc, des délégués c'est une élection donc, des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants qui doit être faite au sein de notre conseil municipal. Donc on a un chiffre imposé qui est de 7. Et donc c'est une élection par des conseillers municipaux, des membres des conseils départementaux, des conseils régionaux. Donc ce n'est pas le suffrage direct de tout citoyen lambda. Donc les délégués doivent être de nationalité française. Donc c'est un peu exclusif par rapport au mandat des conseillers municipaux, puisque les conseillers municipaux, on peut l'être en étant citoyen de l'Union européenne. Donc de nationalité française, et je vous ai bien dit, donc 7 personnes. Alors, le seul souci, on y reviendra tout à l'heure, c'est que la date est imposée partout dans les départements concernés. La date, c'est le vendredi 5 juin. La dernière fois, en 2020, c'était le 19 juin. Pardon, le 10 juillet, ça avait été plus tard du fait du Covid à l'époque. Voilà, excusez-moi. Voilà, donc là, on sera obligé de réunir un conseil municipal. On proposera que ce soit uniquement sur ce point, donc il faudra avoir le quorum. Et il faudra qu'on établisse à l'avance, peut-être, en bonne engeance, une liste de candidats. Si ce n'est pas en bonne engeance, il y aura peut-être deux listes ou un vote. Voilà. En 2020, c'est un arrangement qui avait été fait. Alors, de tête, c'était 6-1. Voilà. On verra si on prend la même formule. Très bien. Ajout au point d'un point à l'ordre du jour. Donc, à la suite de la réponse favorable, mais tardive, pour la mise en retraite d'une de nos agents du service d'entretien, il est important de supprimer son grade du tableau des effectifs dès ce conseil municipal, afin que ce dossier soit présenté au comité social technique du centre de gestion, c'est un peu complexe, excusez-nous, avant le 20 mai prochain. C'est ce pourquoi je vous propose l'ajout à l'ordre du jour de ce point, suppression d'un poste d'adjoint technique principal de 2e classe à temps complet à compter du 1er mai. Donc normalement, vous devez avoir sur table. Non, on n'a pas donné. Non. Bon. Alors par contre, c'est dans la note. On l'a dans la note. Alors comme c'est un ajout à l'ordre du jour, je dois demander l'accord du conseil municipal. Donc y a-t-il un désaccord pour que nous étudions dès ce soir? Non. Très bien, donc on peut considérer qu'on le fera en temps et heure dans l'avancée du Conseil. Alors, à la demande de M. Brem, M. Brem a demandé un point sur la situation de DEFTA. En préambule, je dirais que hier soir, il y a eu une petite intervention aussi en fin de Conseil communautaire, avec un certain nombre d'éléments qui ont été donnés. Alors, moi je vais donner quelques éléments, mais je pense que tu souhaitais peut-être dire des choses, ou quelqu'un souhaitait dire quelque chose. Sinon, allez-y, M. Turpin. Mais prenez un micro, excusez-moi de vous le rappeler, c'est pas pour nous. Je laisse. Ah, ben c'est comme vous voulez. C'est comme vous le souhaitez. Donc, par rapport à la situation de DEFTA, donc, je vous rappelle qu'on a appris dernièrement, en bout de course, donc, le départ effectif et donc la fermeture de l'usine avec une unité transférée dans le Soissonnais, une unité qui concernerait environ 40 salariés sur les 130. Donc il y avait depuis à peu près presque 2 ans des échanges, notamment entre la com d'Aglo et les patrons de DEFTA pour envisager un peu la suite. Dernièrement, ça s'était accéléré avec la proposition par la com d'Aglo de 2 sites, un dans la zone de l'Aumois, vide, donc avec une construction, et un autre dans le cœur de ville, si je puis dire, enfin disons dans une zone, bon, c'est autour de GEA, hein, allons-y, donc avec des locaux existants. Bon. Il s'est avéré qu'au niveau de la direction, ils n'ont pas souhaité s'installer sur les propositions qui avaient été avancées. Alors,
Face à cela, il y a eu un certain nombre de rencontres, dont une à laquelle j'ai participé, à la Com d'Aglo, à l'initiative du président et de la vice-présidente chargée des affaires économiques, Séverine Glaise, en présence de 10 représentants syndicaux, des 2 syndicats principalement représentés. À la suite de cette réunion, donc on a fait un échange sur les informations mutuelles, qui d'ailleurs n'étaient pas toujours les mêmes. On n'avait pas tous entendu obligatoirement la même chose de la part de la direction de DEFTA. Enfin, ceci étant, suite à cela, il y a un courrier qui est parti auprès du ministre du Travail et des Solidarités, co-signé donc, de Séverine Glaise, de Sébastien Hygiène et de moi-même, attirant l'attention du ministre sur la situation de DEFTA, avec un certain nombre de points qui concernent à la fois les salariés, que va-t-il devenir des salariés? Bon, la quarantaine qui irait dans le Soissonnais, c'est une chose, mais il y a tous les autres, dont certains sont déjà partis, dans d'autres, visiblement, il y a des recours au départ à l'emploi. Des questionnements aussi par rapport aux sites existants et aussi par rapport à l'intervention de l'État dans l'aide au reclassement des salariés, mais aussi dans la gestion des locaux existants. Par ailleurs, bon, il y a un certain nombre de dispositifs qui doivent être mis en place dès qu'une entreprise quitte un territoire, notamment des dispositifs de compensation, mais ça, on ne va pas rentrer dedans. Donc, pour l'instant, on en est là. Donc, au niveau des organisations syndicales, à aucun moment ils n'ont senti la force, j'ai envie de dire, on n'a pas eu de manifestation, par exemple. Hein. Mais bon, le fait que beaucoup d'entre eux soit pensaient que les choses étaient déjà dites depuis longtemps, manifester aussi, c'est un engagement, grève, c'est un engagement aussi financier. Ah bon, il n'y a pas eu de manifestation ni de moment de grève. Par contre, il y a une forte demande, en effet, par rapport aux collectivités, par rapport à l'État, par rapport à la suite du dossier. Il y a eu du transfert en Slovaquie. Je vous rappelle aussi que DEFTA a son usine en Slovaquie et a son usine qui a été terminée il y a quelque temps au Maroc. Alors, concernant les habitants de la commune, que les choses soient bien claires, on a une petite dizaine d'habitants, Maxime un peu moins, de la commune, qui sont salariés, mais il y a les autres. Hein, et pour nous, en tant que conseil municipal, il y a les ESOMOA et les autres, mais pour nous, c'est la même chose. Hein. Ce sont des situations personnelles et des situations familiales de gens qui sont sur le territoire ou proches du territoire. Donc voilà les informations qu'on a actuellement, mais bon, si besoin, je peux aller plus loin. Je sais pas. Allez-y, monsieur Topin, avec le micro, s'il vous plaît. Oui, effectivement, c'est une vraie catastrophe. Complètement. C'est une catastrophe, bien sûr, sociale, mais aussi une catastrophe économique. Hein, c'est une des entreprises les plus emblématiques du sud de l'Aisne qui part ou qui partira. C'est un peu comme Belin à Château-Thierry. Alors, c'est vrai que la situation d'automobile n'est pas dans une situation très favorable. Hein, il y a une perte de vente d'automobiles en Europe. On cite plus d'1 million de véhicules perdus en vente. Ce n'est pas la meilleure des situations. Ceci dit, DEFTA existe et moi je pense que quand on négocie avec un partenaire, il faut toujours chercher à avoir un rapport de force qui soit le plus favorable possible. DEFTA aujourd'hui est propriétaire d'un site sur Essôme. Ce site en l'état il est invendable. Est-ce qu'il sera louable? Je ne sais pas, mais il sera invendable. Et il ne faut pas se faire d'illusions sur le rôle de l'État pour traiter cette problématique du site. Je suis convaincu que l'État ne fera pas grand-chose en la matière. Parce qu'ils ne le font pas ailleurs, je ne vois pas pourquoi ils le feraient ici en ce moment. L'État se désengage un peu de partout en ce moment, ils ont peu de moyens, on connaît la crise qui existe. Il ne faut pas se faire d'illusions sur le rôle ou sur les promesses que pourrait faire un ministre ou une préfète, en l'occurrence.
Moi, je pense qu'il y avait un rapport de force à créer en disant à DEFTA, mais si vous partez, vous créez une friche. Et si vous créez une friche, nous, on exige que ce terrain soit rendu en état avec le traitement fait concernant tout ce qui est pollution. Il y avait un rapport de force à créer. C'était probablement pas à la commune d'Essonne de le faire, mais probablement à l'agglo. Probablement à travers des avocats spécialisés. Mais il y avait un rapport de force à créer pour dire à DEFTA, si tu pars, tu payes. Si tu pars, ça va coûter, pas simplement parce que il y a des emplois qui vont être supprimés, et si tu pars, tu as la responsabilité du site. C'est exactement pareil que Château-Thierry pour Belin. Belin part, la valeur du bâtiment du site Belin, c'est moins 15 millions d'euros. C'est-à-dire que ce n'est pas zéro, c'est moins 15 millions d'euros. C'est-à-dire que si on veut rendre le terrain tel qu'il est, potable, acceptable, il faut que les propriétaires de Belin mettent autour de 15 millions d'euros. Je ne connais pas, j'ai visité il n'y a pas longtemps le site d'EFTA, il y a de l'ancien, puis il y a aussi des bâtiments, il y a des bâtiments plus récents. Oui. Hein, mais c'était à mon avis un des rares arguments qu'on pouvait avoir. Et je voudrais vous poser une question, parce que j'ai eu une info, je ne sais pas si elle est bonne. Ils vont à Soissons, ils vont sur la grande zone de Soissons? C'est pas Soissons même, c'est à côté de Soissons, et visiblement. Alors l'endroit exact, c'est paru dans la presse, mais j'avoue que j'ai pas pu. Est-ce qu'un élu de Soissons serait venu ici sur le terrain? Vous ne savez pas ça? Je ne sais pas. Parce que c'est ce qu'on m'a dit, j'en suis pas sûr du tout. J'aurais bien aimé avoir l'information. On dit beaucoup de choses. J'ai même entendu dire que la commune allait prendre tel bien. Ah oui. Vous voyez, on entend beaucoup de choses. Oui, oui. Moi, je crois qu'effectivement, il y a beaucoup de choses. Alors, par contre, sur le dernier point que vous avez soulevé, il est tout à fait juste. C'est normalement, il y a une procédure. Alors, la procédure, déjà, quand on avait rencontré à l'époque un des directeurs avec quelques élus, c'était dans le mandat précédent, on avait soulevé le problème de la friche industrielle. Ouais. Et on avait en effet signalé que le département nous se battrait pour que les choses soient faites. Alors, c'est vrai que mais peut-être que les syndicalistes, si vous les avez rencontrés, vous le confirmeront. C'est vrai qu'on n'a pas obligatoirement une bonne oreille de la part des patrons. On peut en convenir. Voilà. Donc voilà, ça c'est une chose. Alors on n'a pas commencé. Ah non, ils vont partir, mais là-dessus, il y aura l'instruction derrière juridique, ça c'est clair. Normalement, il y a de la compensation liée à la perte d'activité économique. Après, on verra comment ça se passera, hein. C'est clair. Hein. Mais comme il n'y a pas de temps social, mais comme il n'y a pas de plan social, il y aura très peu de compensation. Alors, il n'y a pas de plan social affiché, et c'est peut-être la raison pour laquelle, d'ailleurs, il y a 40 personnes qui vont aller sur le Soissonnais. Ouais. Parce que s'il n'y avait pas ces 40 personnes sur le Soissonnais, c'était l'ensemble de l'activité qui s'arrêtait, qui incluait cette fois-ci l'obligation d'un plan social. Exactement. Très bien. Moi, c'est mon petit côté d'ancien syndicaliste, M. Pellerin. Je connais encore un peu le sujet. Et donc, et voilà. Et là, il y a un élément de blocage. Alors, ceci étant, c'est vrai qu'il va y avoir de l'action. Alors, il va y avoir de l'action aussi par rapport quand même aux gens qui restent sur le carreau. Hein. Alors, bon, j'entends bien ce que vous dites sur l'État. J'ai envie d'être un peu plus optimiste. En tout cas, nous, en tant qu'élus, on fera tout pour chercher à ce que les choses se fassent. C'est notre responsabilité. Et avec le soutien, je pense, de l'ensemble du conseil municipal. Mais sinon, pour part, je partage ce que vous avez dit. Vous avez parlé du secteur automobile. On peut prendre un simple exemple, c'est Poissy, avec l'ensemble de l'usine qui est fermée. Donc, des fois, c'est même petit à côté de ce qui se passe malheureusement à Poissy. Poissy, c'est une grosse ville. Il y a beaucoup d'employés, beaucoup d'ouvriers, et il n'y a pas eu de mobilisation assez forte pour empêcher un secteur industriel qui, en effet, est en forte difficulté. Je vous passe la percée d'un pays étranger dans le marché automobile actuel. Turquie. Très bien. Donc voilà, alors on peut peut-être aller plus loin si besoin, si d'autres personnes veulent intervenir, il n'y a pas de souci. Je voudrais terminer là-dessus. Moi, je pense qu'il faudrait solliciter l'AGLO, puisque vous êtes bien placé, pour peut-être être beaucoup plus virulent sur la problématique de la friche, et peut-être engager une action plus menaçante vis-à-vis des propriétaires en disant, vous bougez, nous on bouge, on vous attaque. Je pense qu'il faut peut-être voir avec l'AGLO ce qui est faisable,
Moi, oui, en 2020, quand Westphalia voulait partir, j'étais encore élu en développement économique et j'avais déjà, à l'époque, sollicité pour Westphalia un cabinet spécialisé pour nous accompagner, parce qu'on va être spécialisé en la matière, pour accompagner l'aglo à l'époque sur Westphalia. Je pense qu'il y a une réflexion à mener à ce niveau-là. Il faut les bousculer. Je ne sais pas ce qui peut se passer derrière. Mais je pense que les élus ne peuvent pas attendre simplement que ça vienne d'un côté ou de l'autre, mais peut-être un peu plus bousculer les choses. Et en bousculant les choses, peut-être que l'État fera un peu plus. Voilà. Je ne peux pas tout vous dire, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau de la com d'aglo, tout n'est pas terminé. Voilà. En effet, il y a un certain nombre de choses dans les tuyaux. Voilà, je vous ai dit ce que j'avais à dire. Moi, je pense qu'il faut être plus virulent que ça en ce moment. Pas d'autres interventions? Très bien. Oui, on se plaçait. Alors pareil, le micro, Gérard. Oui, je pense que M. Turpin soulève un sujet très intéressant. Une friche industrielle polluée. Après, je ne sais pas s'il faut être virulent. Ça, c'est un état d'esprit. Mais en tout cas, se saisir du problème, je pense qu'on va le faire. C'est aussi de la responsabilité de la commune de regarder comment une friche peut être utilisée par la suite. Donc, il y a une commission environnement. Je pense qu'on va pouvoir peut-être regarder de plus près comment ça se passe, d'abord d'un point de vue juridique, puisque le préfet peut également être saisi. Il le sera, je pense, par la communauté d'aglo. Et puis après, c'est une histoire de temps. Là, on est dans une perspective de quand même quelques années. Et le sujet mérite d'être traité. Oui, c'est sûr. Bon, pour la petite histoire, j'ai rencontré samedi la personne qui est chargée de la vente. Qui est chargée de la vente du site. Un local? Je pense que vous connaissez. C'est pour ça que je dis ça. Je ne crois pas. C'est bon? On est bon? Ok. Bon, l'appartement, on l'évoquera et on fera ce qu'on a à faire, Gérard, par rapport à ce que tu as dit au niveau de la commune. Bon, sachant que la compétence est de la commune d'aglo, on a nous aussi nos choses à faire. Il n'y a aucun souci. Oui, pardon. Juste une phrase là-dessus. Si à un moment donné, il y a besoin d'appui d'élus pour aller négocier, moi je veux bien être présent. Voilà. Nous notons. Très bien. Donc, sans transition, on va passer donc aux différents points de l'ordre du jour. Alors, le premier est un point d'affaires générales, un simple point d'information, et je vais céder la parole à Jean-Brice Camerini. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Alors, il s'agit de l'avis sur le projet de renouvellement de l'autorisation environnementale des opérations de dragage et de gestion des sédiments du lot A de la Direction territoriale bassin de la Seine et Loire-Aval, présenté par Voies navigables de France, VNF. Je vous informe de l'ouverture d'une enquête publique par VNF, Voies navigables de France, relative au renouvellement de l'autorisation environnementale des opérations de dragage et de gestion des sédiments du lot A de la Direction territoriale du bassin de la Seine et Loire, Aval, pour une durée de 10 ans. La commune des Sommes-sur-Marne étant comprise dans le périmètre de l'enquête a été saisie par VNF de la demande d'affichage de l'avis d'enquête publique du samedi 4 avril au vendredi 22 mai inclus. L'affichage a été effectué le vendredi 3 avril dernier sur les panneaux situés en mairie, au centre-bourg, au Temple, dans le hameau de Monod, et au Fort, dans le hameau de Crogy. À l'issue de la consultation, un certificat d'affichage sera délivré à la préfecture de Seine-et-Marne. Pendant toute la durée de l'enquête, soit du lundi 20 avril à 9 h jusqu'au vendredi 22 mai 2026, le dossier d'enquête publique, qui comprend notamment l'avis de l'autorité environnementale, le mémoire en réponse du pétitionnaire à cet avis, ainsi que la demande d'autorisation environnementale, est tenu à la disposition du public. Dans une version papier en mairie de Montreux-Fautionne, au jour et heure habituelle d'ouverture au public, en version numérique en mairie de Château-Thierry, pour la plus proche, et sur les sites des services de l'État, soit sur le site n.gouv. En application des dispositions de l'article R.
181-38 du Code de l'environnement, les maires des communes comprises dans le périmètre du projet sont appelés à formuler un avis dès le début de la phase d'enquête publique, au plus tard le samedi 6 juin inclus. L'absence de réponse de notre part reviendrait à reconnaître que nous n'avons pas d'avis sur ce sujet. On est dans un point d'information spécial. C'est avec Michel Horter qu'on suit un peu le dossier. Voilà. Donc on va passer à la délibération 32. Donc là on est dans les désignations au sein des organismes extérieurs. Donc après chaque installation d'un nouveau conseil municipal, bien évidemment, nous sommes appelés à désigner des représentants au sein de divers organismes ou syndicats dont la commune est membre. Donc vous avez eu sur table un tableau de synthèse. Le résultat, donc, avec les noms que je vais dire tranquillement, doucement, est le fruit donc d'un échange entre notre liste et la liste de M. Brem, hein, qui permettait donc d'établir, comme ça avait été fait en 2020 d'ailleurs, une proposition la plus représentative possible de notre conseil municipal. Donc, parmi les organismes, nous avons le CIVU de la Picoterie, donc c'est le syndicat intercommunal à vocation unique pour la gestion d'un réfugié fourrière qui se situe donc sur notre commune, hein, près des Éoliennes. Donc en titulaire, on propose donc M. Jean-Yves Boucher et Mme Marilyn Piazecki, et en suppléant Mme Marie-Blanche Garcia et Mme Martine Véron. L'association foncière Renombrement. Donc on propose... pardon. Ah, j'ai oublié, excusez-moi, oui. J'ai oublié Lucéza qui était en haut, mais comme c'est pas en caractère gras, j'ai passé... Merci. Donc là, il y a possibilité d'avoir 2 membres titulaires, 0 suppléant. Donc on propose Michel Horter et M. Karim Sibous. Association foncière de remembrement, donc on propose en titulaire Jean-Brice Camerini, Maxime Chaudin, Gérard Placet et Mme Nadine Verneau. Et en suppléant, M. Stéphane Deveau, M. Frédéric Gandon, Mme Marie-Blanche Garcia et Mme Frédéric Léandre. Syndicat intercommunal pour la gestion du bassin versant du Clignon. Donc on propose en titulaire M. Éric Brem et M. Michel Horter, et en suppléant M. Jean-Brice Camerini et M. Stéphane Deveau. Syndicat intercommunal d'aménagement du rue de Nesle. Moi-même et Michel Horter en titulaire, et M. Brem et M. Deveau en suppléant. Commission départementale d'aménagement commercial, Mme Marie-Blanche Garcia en titulaire, et on pouvait mettre 2 suppléants, donc M. Éric Brem et Mme Martine Véron. Et le comité de pilotage pour les bénéficiaires de la protection internationale, qu'on appelle par l'acronyme le BPI, donc moi-même et M. Chaudin, Maxime Chaudin, et en suppléant M. Jean-Yves Boucher et M. Éric Brem. Ah, où? Ah. Je n'ai pas fait d'erreur dans ce que j'ai lu, mais j'ai fait une erreur dans... Voilà, c'est Mme Marilyn Piazecki. Voilà. Donc, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je vous propose que l'on fasse un simple vote à main levée et qu'on ne se serve pas du vote à bulletin secret. Il n'y a pas d'opposition? Non, très bien. Donc, qui est... Alors, on vote sur l'ensemble, bien évidemment. Qui est contre? Qui s'abstient? Parmi les pouvoirs, qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour ce vote unanime. Je reprécise parce que c'est mon devoir de dire que représenter la commune, c'est vraiment la représenter et aller aux réunions. Ça n'a pas toujours été le cas, parfois, de la part de certaines, et on me l'a rappelé d'ailleurs, par rapport à telle ou telle représentation. Alors, on peut avoir évidemment des moments où on ne peut pas venir, quand il y a des suppléants, on essaie d'avoir les suppléants, mais bon, il faut vraiment être présent. Alors ensuite,
L'élu 33, c'est l'élection des membres de la commission d'appel d'offres. La commission d'appel d'offres, CAO, prévue donc dans l'article L1414-2 du Code général des collectivités territoriales, dispose que pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée dont la valeur estimée hors taxe prise individuellement est égale ou supérieure au seuil européen qui figure en annexe du Code de la commande publique, à l'exception des marchés publics passés par les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, le titulaire est choisi par une commission d'appel d'offres composée conformément aux dispositions donc, de l'article 1411-5 du CGCGP. Donc en 2026, le seuil au-delà duquel les acheteurs peuvent conclure un marché public sans publicité ni mise en concurrence préalable est de 60 000 € hors taxe pour le marché des fournitures et de services et de 100 000 € hors taxe pour les travaux à compter donc du 1er avril 2026, donc c'est passé. Donc pour une commune de moins de 3 500 habitants, ce qui est notre cas, la CAO est composée par le maire ou son représentant, président de la commission, et par 3 membres du conseil municipal élus par le conseil municipal à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. En outre, sont élus autant de membres suppléants que de membres titulaires. Lorsqu'une seule liste est présentée pour les élections des membres de la CAO, les nominations prennent effet immédiatement. Le conseil municipal peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret, aux nominations et aux représentations, sauf dispositions législatives ou réglementaires prévoyant expressément ce mode de scrutin. Ainsi, pour la désignation des membres de la CAO, aucune disposition légale ou réglementaire ne s'oppose à déroger au scrutin secret dans les conditions prévues à l'article 2121-21 du CGCT. Donc se présentent en membres titulaires Mme Frédérique Léandre, Mme Martine Véron, Mme Nadine Verneau, et en membres suppléants M. Bernard Collignon, M. Michel Horter et Mme Nadine Wielkowolski. Donc là aussi, ça a été travaillé précédemment. On peut déroger au vote si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Je propose un vote à main levée. Pas de souci, M. Brem. Très bien. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Parmi les pouvoirs, qui est contre? Qui s'abstient? Très bien. Donc, notre CAO est établie. Nous allons passer à la 34, c'est la désignation des membres de la Commission intercommunale des impôts directs, CCID. Donc, je vous informe donc qu'une commission communale des impôts directs doit être instituée dans chaque commune. Celle-ci se compose pour les communes de plus de 2000 habitants, ce qui est donc notre cas, du maire ou d'un adjoint délégué, dans le cas présent ce sera le maire, président de la commission, et d'une liste de candidats qui, en finalité, sera composée de 8 commissaires titulaires et de 8 commissaires suppléants. La durée du mandat des membres est la même que celle du mandat du conseil municipal. Cette commission tient une place centrale dans la fiscalité directe locale, donc elle a notamment pour rôle majeur de donner chaque année son avis sur les modifications d'évaluation ou nouvelles évaluations des locaux d'habitation recensés par l'administration fiscale. La désignation des commissaires est effectuée par le directeur régional ou départemental des finances publiques dans un délai de 2 mois à compter de l'installation du conseil municipal. Donc là, on est mars-avril, avril-mai. On est avant le 15 mai, mais on est pile poil, j'ai envie de dire, on n'est pas loin. Il est précisé que les personnes, celle-ci devra donc inviter à désigner 16 commissaires titulaires et 16 suppléants. Il est précisé que les personnes désignées doivent en outre être majeures, de nationalité française ou ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, cette fois, jouir de ses droits civils, être inscrit au rôle des impositions directes locales dans la commune. La liste des candidats sera posée sur table lors de ce conseil. Donc vous l'avez bien compris, on doit proposer 16 et 16, 32 personnes, et ensuite, c'est bien les impôts qui décident de qui sera titulaire et de qui sera candidat. Alors, on dit toujours qu'en règle générale, c'est souvent les 8 premiers de chaque côté, mais pas toujours. Les impôts peuvent, notamment dans un souci d'harmonisation
par rapport au type de taxes que payent les habitants, prendre, piocher dans la liste. Ça peut être la taxe d'habitation sur la résidence secondaire, ça peut être la taxe les impôts fonciers, ça peut être la CFE ou diverses impositions. Très bien. Donc là, alors pour établir la liste, c'était très simple. On a repris celle de 2020, on a demandé aux gens est-ce que vous êtes toujours prêts à y aller, parce que bon, les gens avaient donné satisfaction. Certains nous ont dit non, donc là on a recomplété en repiochant à droite à gauche, et donc vous avez la liste. Cette commission se réunit une fois par an. Y a-t-il des remarques? Non? Très bien, bon, je propose de passer directement au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Parmi les pouvoirs, qui est contre? Qui s'abstient? Très bien. Donc nous avons notre liste que nous pourrons transmettre après-demain. Alors, désignation ensuite d'un conseiller municipal en qualité de correspondant défense, CORDEF. Donc, par courrier en date du 2 juillet, le général de division, M. Vianney-Pillet, gouverneur militaire de Lille et officier général de zone de défense et de sécurité du Nord, sollicite les maires de la région des Hauts-de-France pour désigner parmi les conseillers municipaux un correspondant défense. Ce correspondant à désigner aura vocation à constituer le point de contact local entre les forces armées et la nation au sein de la commune. Directement appuyé par le délégué militaire départemental, représentant des armées dans le département de l'Aisne, il a pour mission d'informer les administrés sur les sujets de défense, d'apporter des réponses à leurs interrogations, politique de défense, contact au sein du ministère des Armées, cérémonial militaire, etc., de préparer et de conduire les cérémonies commémoratives, d'éclairer la jeunesse de la commune sur les opportunités d'engagement dans les armées, stages de découverte, préparation militaire, recrutement dans l'armée d'active ou la réserve, et d'apporter son concours à l'enseignement de défense, notamment à travers ce qu'on appelle les parcours citoyens. Dans le mandat précédent, c'était M. Jean-Brice Camerini qui était donc correspondant défense. D'ailleurs, Jean-Brice avait lancé un certain nombre d'initiatives d'action. D'ailleurs, on a failli accueillir le grand... je vais te donner la parole un instant si tu le souhaites. Rapidement. Le micro. Donc, voilà, donc on s'était proposé pour accueillir les journées d'appel à la défense et la commune avait été potentiellement retenue ou du moins envisagée pour organiser. Alors après, là, il y a des modifications, etc. Alors, je pense que c'est pour ça que c'est tombé là. Voilà, donc voilà. Donc, alors, ça aurait pu être d'autres candidats. Voilà, donc on propose de renouveler, si je puis dire, donc M. Camerini dans cette fonction. Y a-t-il des remarques? Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Parmi les pouvoirs, contre, abstention. M. Camerini est reparti pour 6 ou 7 ans, on verra bien. Bon, il s'occupe entre autres aussi avec d'autres conseillers des cérémonies dorénavant. Je suis bien content de céder la parole à Madame Véron pour des points qui concernent les finances. Donc la première, c'est la délibération 37. Quoi? Ah, oui, pardon, je ne sais pas pourquoi ce soir, mais je passe des points. Dans une mauvaise langue dirait peut-être parce qu'il y a quelque chose de bien noté les soirs, j'en sais rien. Ah bon? Non, je ne sais pas ce qui se passe, excusez-moi. Donc, mise à jour du règlement intérieur du conseil municipal. Donc, le règlement intérieur du conseil municipal avait été fortement travaillé lors du mandat précédent. Ce règlement intérieur donc, est fixé librement par le conseil municipal qui peut se donner des règles propres de fonctionnement interne dans le respect des lois, des règlements en vigueur. Et il a pour vocation notamment de renforcer le fonctionnement démocratique de l'Assemblée, peut être déféré d'ailleurs éventuellement au tribunal administratif. Donc après échange et réflexion avec des élus représentatifs des deux listes, il est proposé d'actualiser le règlement intérieur qui avait été validé le 16 février 2021. Donc j'ai redemandé à M. Brem s'il y avait des remarques et tout, a priori il n'y en avait pas. Donc en gros on a fait vraiment du toilettage. C'est vraiment du toilettage, il n'y a pas de remise en cause, vraiment de quoi que ce soit.
Donc s'il n'y a pas d'intervention, pareil, on passe directement au vote. Oui. Moi, la question que je posais par mail une fois, à savoir que l'année dernière, les vendeurs, on avait un représentant par commission, et on avait aussi, vous aviez toléré un suppléant qui n'avait pas de vote, pas de voix délibérative. Ça nous permettait, nous, de nous arranger quand il y a un absent, on a quand même quelqu'un à la commission. Mais c'est pas moi mentionné dans le règlement, ça c'était un accord entre eux. C'est bon, Kevin? Alors, en ce qui concerne le toilettage, c'est tout simple, hein. On a changé la charte de l'élu local pour actualiser par rapport à la nouvelle charte. Et on a également changé, pour les commissions municipales, on a rajouté finance, vie économique, et le 9 est passé en participation citoyenne. Ça, c'était logique, c'était juste une actualisation. En ce qui concerne la possibilité d'un élu qui ne fait pas partie d'une commission de participer à la commission, alors le premier problème, c'est le nombre de places dans la salle de commission actuelle. Et ensuite, je vais laisser la parole à Monsieur le maire. Oui. Bah, écoutez, c'est vrai que c'était une chose qu'on avait créée, qui n'était pas nécessaire ni utile d'ailleurs à l'époque. Hein. C'est une volonté d'ouverture, j'ai envie de dire. On n'en a pas eu toujours, non pas l'intérêt, mais comment dire, le retour. Et bon, la démocratie s'est prononcée lors des élections, donc on propose de laisser les commissions telles quelles. Voilà. Hein, je vois pas. Oui, on va peut-être remettre encore un petit point supplémentaire. Par contre, vous aurez peut-être remarqué que d'ores et déjà, nous mettons en pratique ce qui était déjà dans le règlement intérieur, mais qui n'était pas passé dans les mœurs, c'est-à-dire que tous les conseillers municipaux, enfin, même Oui. qui ne participent pas à une commission, reçoivent l'ordre du jour. Ce qui implique qu'effectivement, s'ils sont intéressés par un point précis, ils peuvent déjà se rapprocher de la secrétaire pour avoir des informations sur le point, et puis ensuite peut-être voir avec Monsieur le maire si exceptionnellement il ne peut pas participer à la commission. Mais plutôt cette fois-ci sur un point précis. Par ailleurs, on s'est engagé, et c'est écrit, à ce qu'il y ait alors non pas un compte-rendu exhaustif, hein, mais au moins un relevé de décision, et donc une information après chaque commission, ce qui a été le cas. Vous avez eu notamment, je pense à celui qui était assez long d'ailleurs, de la commission communication. Je sais que j'avais replacé, avait réagi d'ailleurs par rapport à ce qui avait été produit. Hein. Sur la commission finance, on l'a là, en fait, hein, on l'a là. Et puis, à chaque fois, il y aura donc cette possibilité d'interpeller soit le vice-président, soit la secrétaire aussi, hein, en disant voilà, par rapport à tel point, ceci, cela, demande d'explication, voire demande d'intervention, enfin relater l'intervention qui a été souhaitée. Bon, en règle générale, bon, les commissions, à part deux qui se réunissent très fréquemment, ressources humaines et finances, les autres se réunissent, allez, 3, 4 fois. Voire moins pour certaines. Probablement l'un dans l'autre, ça devait le faire. Donc, encore une fois, c'est un engagement. Alors, parfois, on peut avoir des problèmes personnels, ça c'est clair. Hein. Très bien. Donc, on l'a voté ou pas du coup? On va le voter quand même. Alors, hein. Donc, par rapport à la proposition qui est faite, qui est contre, qui s'abstient. Parmi les pouvoirs qui est contre, qui s'abstient. Donc merci de ce nouveau vote à l'unanimité. Donc cette fois-ci, je ne vais pas me tromper, le délit 37, Martine Véron, sur les subventions aux associations pour approbation. Pardon. Elle fonctionne. Bonsoir à vous tous.
Donc, subvention 2026. Donc, je vous informe que la commune a reçu un certain nombre de demandes de subventions d'associations locales ou des environs de la commune pour l'année 2026. Nous les avons donc séparées en 5 catégories que nous allons voir tout à l'heure. Il rappelait qu'une enveloppe budgétaire de 15 000 € a été votée en séance conseil municipal le 3 mars dernier et qu'il a été inscrit au budget 2026. Donc nous allons lire le tableau des différentes demandes de subventions et les propositions de sommes allouées pour chaque demande. Chaque demande a en effet fait l'objet de discussions en commission des finances réunie donc le 30 avril 2026. Le total des subventions donc accordées s'élève à 13 450 €. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, est appelé donc à approuver le versement des subventions aux associations présentées dans le tableau que nous allons voir ensemble. Donc pour le sport, il y a l'association Château-Thierry Étang Football. Donc cette année, ils ne nous ont rien demandé, donc on a respecté leur engagement, nous sommes passés à 0. Il y a la commission d'Arc qui ont demandé donc une attribution de 500 €. Ils étaient habitués, en fait, ils avaient régulièrement 300 et on est resté donc sur une base de 300 €. Danse en Aumois, 700 €. Ils ont demandé 700, on est resté sur 700. Instant Fitness, donc pour la danse, ils ont demandé 300, on a respecté leur demande. Et Pétanque Club, donc 600, et nous sommes restés à 600. Donc ce qui représente pour le sport une enveloppe de 1 900 € pour 2026. Concernant la culture, alors l'ASAE, ça par contre je n'ai pas encore toutes les désignations en tête. Sauvegarde de l'abbatiale. Voilà, sauvegarde de l'abbatiale. Donc ils ont demandé 1 400 € et on leur a accordé 1 400 €. Il y a le GAM. Donc ils ont demandé 500, nous leur avons accordé 500. Et donc il y a une nouvelle association, OS de la Brigadeiros. C'est une association donc, portugaise qui ont commencé cette année. Et ils ont demandé donc 2 000 € et on pensait que c'était un peu beaucoup. On leur accorde 200 € donc pour un début pour voir ce qu'ils vont nous proposer. Ensuite, donc il y a l'animation, l'amicale de Crogy. Donc ils ont fait aucune demande, mais on est habitué à leur donner. Non. C'est une demande. Ah oui, non. Ah, ils ont fait une demande. Aucune demande au moment où on l'avait imprimé. Donc ils sont restés à 800, on leur a accordé 800. Le comité des fêtes, donc ils ont demandé 6 000, on leur accorde souvent 5 000, et cette année, donc on est resté sur la base de 5 000. Normalement, ils demandent un peu plus pour qui demande le plus généralement, pour un peu négocier. Donc 5 000, nous sommes restés à 5 000, ce qu'on leur accordait d'habitude. La bande des petits et sommois, donc c'est une nouvelle association, c'est pareil, ils ont demandé 1 000 € et on leur a accordé 300 € pour le début, qui nous montre un petit peu ce qu'ils veulent mettre en place. Et concernant les petits explorateurs des Saumes, Ils sont venus sur leur ils sont venus sur l'opposition, ils veulent rien. Ils demandent rien. Ah ben voilà. Mais on leur mettra à disposition du matériel, des chaises pour meubler leur ancienne école. Peut-être préciser qu'il s'agit donc de la future maison des estampes maternelles dans les locaux de Bono. Et donc on a fait un accord avec eux, on a acheté un peu de matériel pour qu'ils puissent refaire un peu de plâtre, un peu de peinture. Ils le font d'ailleurs. Et voilà, dans un premier temps, ils comptaient demander une subvention et après coup, voyant que la commune quand même aidait à leur implantation, ce qui est aussi notre rôle, ils ont retiré leur demande de subvention. Concernant la solidarité, donc AFD 02, ils ont demandé donc les abeilles, c'est ça? Diabète. Donc on est resté sur une base de 200 €, on est habitué à leur donner 200 €. Concernant la Croix-Rouge, généralement ils réclament jamais, mais on leur attribue toujours cette somme. Cultivons tous ensemble. Alors, Cultivons tous ensemble, c'est une nouvelle association, c'est une association de réinsertion.
Donc pour les lancer, on leur donne 300 et on leur fait une aide de 700 € parce qu'ils ont besoin de grillager une partie du territoire que le SO leur met à disposition. Donc c'est pour les encourager et c'est pour les 700, c'est pas quelque chose d'acquis, c'est vraiment pour les aider à construire donc leur entourage. L'éveil de l'IAM, de 1000, nous sommes descendus à... Nous avons proposé 700 €. Et le secours populaire, c'est pareil, c'est comme la Croix-Rouge, la commune des Saumes leur octroie tous les ans 500 €. Concernant l'environnement, la Société des chasseurs, ils ont demandé 500, nous sommes restés sur une base de 450 €. Ce qui fait un total donc, pour 2026 de 13 450 € pour les associations. Est-ce qu'il y a des remarques? Il faut que je prenne le micro, je suis désolé. Merci. Je ne sais pas, peut-être que tout le monde sait, si ça marche, je n'en parle trop loin. Par rapport aux nouvelles associations, elles consistent en quoi? Les nouvelles associations? Alors, la Bande des Petits et Saumois, c'est une association de parents d'élèves qui organise notamment une petite animation pour les œufs de Pâques, pour le Halloween. Enfin, souvent, ils ont une convention avec la médiathèque, où ils interviennent souvent pour faire des lectures et autres. Voilà. Et donc, ils nous faisaient une demande pour augmenter leurs activités. On a estimé que 300 €, c'était bien. Donc, les petits explorateurs des Saumes, c'est donc l'association qui veut mettre la MAM, une MAM, c'est-à-dire une maison des assistantes maternelles, dans l'ancienne école de Monod. Et donc, ils ne nous demandent rien parce qu'ils estiment qu'ils ont déjà eu beaucoup, mais par contre, ils avaient un besoin de matériel, notamment des tables et des petites chaises. Et comme nous allons changer le matériel de l'école maternelle, d'une classe et de la cantine, on se proposait de leur mettre à disposition des matériels au lieu de les entreposer. Et Los Brigadeiros? Alors, c'est une association de Portugais. Ils interviennent à la salle polyvalente une fois par semaine pendant 2 heures et ils font de la musique. Culture portugaise. Voilà, culture portugaise. Ça se développe très rapidement. Ils ont déjà pas mal d'adhérents, voilà, pardon, dont pas toujours des Saumes-sur-Moi. La majorité des Saumes. D'autres questions? Non, on peut passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Ah, pardon. Moi, je participe au vote. Ah oui, pardon, excusez-moi. Alors que ce soit bien clair, hein, parce qu'on n'ait pas d'ambiguïté sur le vote. Bon, les conseils municipaux qui feraient partie des structures, c'est-à-dire des bureaux hein, d'associations, c'est-à-dire président, vice-président, trésorier, secrétaire, d'associations concernées, là, ne prennent pas parole. Par contre, si on est adhérent à la Croix-Rouge ou au Secours populaire, là, c'est pas un drame du moment qu'on ne fait pas partie du bureau. Donc, qui ne prendrait pas au vote? Il y a plusieurs personnes. Donc, il y a Madame Vernon qui est à l'AFD 02, donc l'association des diabétiques de l'Aisne. Gamme. Personne d'autre. Très bien. Donc, on va établir le vote sur 21 conseillers, c'est-à-dire 19 présents plus 2 pouvoirs. C'est bien cela, hein, je ne me trompe pas. Très bien. Donc, qui est contre? Pardon? Ah oui, bien sûr, oui, on peut voter pour le pouvoir que l'on a. On y va? Très bien. Donc, qui est contre, pardon, qui s'abstient? Parmi les pouvoirs, qui est contre, qui s'abstient? Donc, très bien. Donc, 21 pour, les 19 présents plus les 2 pouvoirs. Je vais céder la parole, merci, Martine. Je vais céder la parole à Michel Orpère pour la suite. Donc, le
38, remplacement de 3 éclairages publics. Vas-y, Michel. Bonsoir. Remplacement de 3 éclairages publics à l'accès du site ADI. Le conseil municipal, pour permettre l'insertion de la bretelle d'accès au site ADI, l'entreprise devra déplacer ou supprimer à sa charge certains points d'éclairage public. Toutefois, les 3 premiers mâts ne sont pas modifiés et resteront en l'état, sauf si la commune décide d'harmoniser l'éclairage public de cette fin. À cette fin, le CEDA, dans le cadre des compétences qui lui ont été transférées, se propose de remplacer les 3 éclairages publics aux conditions financières suivantes. L'éclairage public matériel, 6 608,63 € hors taxe. Le réseau, 1 243,39 € hors taxe. Le contrôle technique, 550 € hors taxe. Soit au total de 8 402,2 €. La TVA restant à charge de l'ICEDA. Le conseil municipal, pour avoir des preuves, est appelé à voter. Est-ce que vous avez des questions? Non. Très bien. Alors, avec l'UCEDA, il faut toujours faire des délits bien à l'avance. Hein. On avait déjà expliqué un peu par rapport à l'éclairage public, notamment. Donc, qui est contre? Non, je ne suis pas contre. Oui. Je voudrais intervenir sur Aldi un petit peu après. Vous pouvez reprendre le micro pour les... après ou là? Après le vote. Après le vote, d'accord. Ok. J'ai rien à dire sur les OP. D'accord. Ok, très bien. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Les pouvoirs qui est contre? Qui s'abstient? Ok. Allez-y. Oui, ben c'est un peu l'occasion du coup d'évoquer là un tout petit peu Aldi, sachant qu'il y a aussi votre intervention dans le Journal de l'Union lundi, que j'ai lu attentivement. Moi, j'ai une remarque de fond, mais ce n'est pas le débat d'aujourd'hui. Je cherche toujours à savoir quel est l'intérêt de la commune des Saumes à avoir accepté le déplacement d'Aldi. La commune des Saumes a peu de foncier disponible, c'est une réalité malheureusement, et là on avait affaire à un foncier qui pouvait être intéressant peut-être pour autre chose, mais bon, vous avez pris la décision, compliqué de revenir dessus, en tout cas comme ça. Moi j'ai plusieurs interrogations. Aldi bouge ou va bouger ou peut bouger. Le vrai souci, c'est déjà ce qui va devenir de l'ancien bâtiment. Tout à l'heure, j'évoquais les friches. C'est pareil. Sachant très bien que quand on est face à un partenaire économique de la force d'Aldi, il vaut mieux encore avoir des billes en sa faveur et un rapport de force quand on négocie. Et le rapport de force-là eût été avant la signature du permis de construire et l'autorisation CDAC. Parce qu'avant l'autorisation, on a de poids pour dire Toto, qu'est-ce que tu vas faire du bâtiment? Moi, je ne suis pas d'accord avec ça ou ça, et j'exige des éléments concrets, signés, des engagements avant que tu puisses bouger. Ça, c'est important, parce que demain, la foncière d'Aldi qui cherche aujourd'hui à trouver des financements, parce qu'Aldi a des comptes nationaux français qui ne sont pas très bons, la foncière d'Aldi va chercher à vendre au plus cher possible, c'est évident, normal, c'est son jeu, c'est son rôle. Et je sais que vous avez des discussions avec eux sur tel ou tel type d'activité. Ils pourront vous répondre un jour, mais on a cherché, on n'a pas trouvé. Par contre, on a, je dis n'importe quoi, une boulangerie industrielle qui veut s'installer, qui a les moyens, on leur vend. Je ne dis pas que ça sera une boulangerie industrielle. Mais ça, probablement que l'achat d'un bâtiment comme ça, le risque, c'est qu'on se retrouve à nouveau avec une autre activité commerciale, parce que ce sont ceux qui aujourd'hui ont des moyens supplémentaires pour faire achat de ce type de bâtiment. Donc ça, c'est mon interrogation. Et la deuxième interrogation, il y a un deuxième lot, si je ne savais pas ça, il y a un deuxième lot à côté de Aldi. Là aussi, il aurait fallu avoir des engagements avant. Est-ce que ces engagements ont été pris de la part d'Aldi sur le type de lot, sur le type d'installation qu'on pourrait avoir? Parce qu'on pourrait imaginer, par exemple, avoir là une activité de type social, de type médical. C'est pas choquant. Vous avez bien lu l'article. Comment? Vous avez bien lu l'article. Voilà. Alors alors c'est une réflexion hein, sur le fait qu'il n'y ait pas eu d'exigence en amont, point barre. Mais sur l'autre
sur l'autre terrain non aujourd'hui signalé, est-ce que il y a des engagements signés de la part d'Aldi sur tel ou tel type d'activité? Oui. Alors, comme certains conseillers municipaux, mis à part que vous n'étiez pas SO-moi, vous êtes SO-moi récent, il y a un certain nombre d'informations que vous n'avez pas pu avoir, en effet, ou que vous n'avez pas pu retrouver, notamment toutes les réunions qu'il y a eu de conseil municipal, réunions publiques qu'il y a eu aussi, au fil du temps. Moi, je ne vais pas refaire toute la genèse des projets, hein, et je peux remonter, si vous voulez, à la caserne des pompiers du temps de M. Jourdain. Non, mais c'est vrai que... Hein, donc je vais remonter jusque-là s'il le faut, en frais qui étaient envisagés et tout ça. Donc il y a eu, moi, la seule chose que je dis dans ce sujet-là, c'est que, il y a eu un gros travail de fait entre un projet initial et le projet actuel, déjà, notamment d'un point de vue environnemental, même si tout pourrait être beaucoup mieux. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que l'élément de blocage qui aurait pu être peut-être dépassé plus tôt, mais c'était bien compliqué, et les conseils municipaux précédents, dont certains d'entre nous faisaient partie d'ailleurs, l'ont bien remarqué, c'était le problème, non pas du permis de construire, mais du permis d'aménager, avec l'accessibilité à la parcelle. Oui, bien sûr. Hein. Donc à l'époque, projet de rond-point, projet de feu rouge, tout retoqué à l'époque, notamment par la voirie départementale, par le département. Tout s'est débloqué à partir d'une proposition de la voirie départementale, qui a dit, mais plutôt que de faire un rond-point qui ne fonctionnerait pas, plutôt que de mettre des feux rouges où ça n'allait pas, pourquoi ne pas faire une bretelle d'accès? Et c'est à partir de la proposition du département que les architectes d'Imaldi, alors Imaldi, c'est la société d'Imaldi, Aldi le magasin, Imaldi la société, ont travaillé et ont rendu leur rapport. Je rappellerai simplement que le permis d'aménager, qui a fait l'objet de toutes les concertations possibles, publiques, internes, mise à disposition des documents, remarques, retravail de la part de certains d'entre nous avec la Comnaglo, puisque c'est la Comnaglo qui est instructeur des dossiers, et vous le savez très bien, d'urbanisme, y compris le samedi et le dimanche, qui a suivi la fin de la concertation. Tout a été fait entièrement dans les règles, et le permis d'aménager n'a jamais été contesté. Mais moi, pardon, excusez-moi, je ne conteste pas le permis d'aménager. Oui, mais je termine, M. Turpin, moi je vous ai écouté patiemment. Je sais qu'il va falloir que je m'habitue à vous écouter assez longuement, patiemment. Et je le fais, et vous m'écoutez patiemment aussi, il n'y avait aucun souci là-dessus. C'est une question de fonctionnement et de respect mutuel des uns des autres. Donc, par rapport à ça, la procédure tranquillement respectée, et ensuite, nous sommes arrivés donc au permis de construire. Alors, il y a eu des engagements, certes, qui ne sont pas des engagements écrits, ce sont des engagements oraux. Les engagements oraux portent sur la reprise du magasin existant. Alors d'ailleurs, le changement, là, on en parle le changement est fait aussi parce que le bâtiment actuel est très vétuste. Très vétuste, très énergivore. Donc il y a un certain nombre de réflexions, et nous avons eu d'ailleurs une réunion municipale avec un certain nombre de personnes d'Aldi et une personne chargée justement de retrouver des clients sur des bâtis comme cela. Donc il y avait déjà des premières pistes évoquées. Alors ça n'a pas été écrit noir sur blanc, c'est vrai. Concernant les parcelles, oui, je me suis aperçu pendant la campagne électorale que tout le monde ne connaissait pas bien le dossier parce qu'on nous parlait d'un nombre de parcelles qui ne correspondait pas à la réalité. Mais ça, c'est pas grave, hein, on peut se tromper. Donc la parcelle 1, implantation du magasin Aldi, revue et corrigée. Parcelle 2, actuellement libre, engagement oraux, là je le concède, et vous avez vu l'article, là. Donc recherche de quelque chose autour du secteur de la santé, de l'enfance, de la petite enfance. Ok. Parcelle 3, laissée en zone naturelle, pour l'instant, voilà. Dernier élément, dans le cadre de la compensation au niveau environnemental, il y a eu un travail qui a été fait, alors entre autres avec M. Camerini, pas seulement, pour la recherche de parcelles existantes communales en vue d'un aménagement au niveau de la biodiversité. Une parcelle est trouvée aux alentours de Progy, on va dire, hein, voilà, qui pourrait être... voilà. Donc on en est là.
Alors moi je veux bien le Yaka et Fauquet, certes, mais derrière c'est un projet qui est travaillé depuis des années et des années, qui a été bloqué longtemps pour des raisons X diverses. Ensuite malheureusement le décès de M. Charlier et sa succession ont ensuite rallongé les délais. J'ai eu l'occasion d'en poser très longuement, notamment avec M. Carbois, qui a passé énormément de temps aussi sur ce dossier, et qui, à l'époque, n'a pas réussi pour les raisons que j'ai expliquées, donc à débloquer la situation. L'intérêt pour la commune est aussi un intérêt non négligeable. Je ne pense pas qu'on ait vendu notre âme sur ce dossier, loin s'en faut. Après, voilà, ça va évoluer, on verra bien. Il y aura un magasin Aldi, il n'y en aura peut-être pas, je ne sais pas, hein, c'est pas fini tout ça. Hein. Je vois que bon, voilà. Mais en tout état, au niveau de la commune, on a fait quand même un travail très très important. Et je ressouligne un point qui me paraît fondamental, c'est que quand on a voté le permis d'aménager, c'était à l'unanimité, moins 2 abstentions, les 2 abstentions venant par ailleurs de notre camp. Il faut le souligner, et bon, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui sont abstenus à l'époque, c'est en fonction de leur conviction. Voilà. Vous voulez reprendre la parole, je pense. Oui, parce qu'il n'y a pas d'ambiguïté, excusez-moi, il n'y a pas d'ambiguïté sur le permis d'aménager. Il y a, pour ma part, je ne remets pas en cause. Donc vous pensez qu'il y aura quelque chose un jour ou l'autre je ne sur remets cette pas en parcelle. cause la légalité du permis d'aménager. Ce que je remets en cause, mais il y aura peut-être d'autres débats là-dessus, c'est l'intérêt du projet, ça c'est notre problème, et la vigilance par rapport à une négociation. Parce qu'effectivement, on a affaire à des partenaires qui sont que des partenaires financiers, et la parole, parfois, j'ai rien contre eux, hein. J'ai déjà négocié avec des grandes surfaces, mais la parole, parfois, ne suffit pas. L'avenir nous dira. Voilà. Très bien. Oui, vous m'entendez bien. Donc moi, ce que je voudrais vous faire remarquer aussi, c'est qu'on a énormément de gens, des bleus, des coquelicots, d'un peu partout, qui vont à pied au magasin Aldi. Oui, oui. Qu'est-ce qu'ils vont faire, ces gens, à pied, après? Ils vont aller où? Ils vont aller à Carrefour, vous croyez? Je ne crois pas beaucoup, hein. Je ne crois pas qu'ils vont aller jusque Carrefour. Les personnes âgées que j'ai, moi, qui passent devant chez moi, qui vont à pied au magasin Aldi. Il y en a énormément qui vont chez Aldi. Mais moi, je ne suis pas contre Aldi. Oui, je ne suis pas contre. Moi, j'étais favorable à ce que Aldi reste sur place et que les bouchers, d'ailleurs, puissent rester sur place. Que ça, c'était un vrai drame. Et ça, c'est un autre problème. Je ne suis pas favorable au déplacement tel qu'il est posé là, en tout cas dans les conditions dans lesquelles il a été posé. Parce qu'aujourd'hui, Aldi a la main libre. Quoi qu'en dise monsieur le maire, même si effectivement il y a eu tout un travail de fait, aujourd'hui, Aldi a la main libre. Maintenant, on verra si Aldi va au bout, parce qu'effectivement, il y a des conditions financières. Aujourd'hui, peut-être, on a dû vous en parler, on ne sait pas ce qu'Aldi va venir. Est-ce que Aldi va être vendu? Est-ce qu'Aldi France va être vendu? Ça peut être aussi un sujet qui aujourd'hui est une rumeur, mais qui peut devenir réalité. C'est pas une rumeur, il y a des chiffres, parce que je m'intéresse énormément à l'économie aussi, hein, pareil en dehors d'être maire, hein. Oui, bien sûr, mais c'est de famille, c'est de famille. Non, en effet, Aldi, comme tous les groupes internationaux d'appartements, travaille sur l'international. Donc globalement, ils n'ont pas de soucis financiers globalement. Par contre, il se peut que dans tel ou tel pays, ils aient en effet des difficultés. Après, il y a les parts de marché qu'on peut connaître, hein, qui peuvent baisser. Je rappellerai que, par exemple, d'autres sociétés comme Dealer Price ou autres, pareil, les parts de marché ne sont pas... Alors qu'on pourrait croire que dans une période économique difficile, ça se développe, pas tant que ça du tout. Donc voilà, il y a des stratégies. Après, nous sommes bien petits par rapport à tout ça. Donc on verra. Moi, ce que je dis simplement, c'est que dans l'intérêt de la commune, de ses habitants, il est clair que n'importe comment, il ne resterait pas avec le métier actuel. Ça, c'est clair. Non, ils ne resteront pas encore 10 ans ou 15 ans avec le métier actuel, ça c'est clair. M. Bandon a souligné un certain nombre de choses. Il y a énormément de gens aussi de l'habitat plus proche qui y vont. Et après, parfois, j'entends des arguments de type environnementaux qui m'étonnent un peu, parce que si les gens qui vont à pied, parce que beaucoup de gens vont à pied, en effet, Aldi ne vont plus à Aldi, ils iront par d'autres moyens de locomotion. Et ça sera pas en vélo. Hein.
Donc on va continuer. Après, une autre question, j'ai entendu dire, parce qu'il y a des gens qui nous disent, alors, moi je n'ai pas d'action chez Aldi, donc c'est pas mon problème, mais on nous dit maintenant où il faut mettre Aldi. Il y a des gens qui nous disent, ah ben Aldi, il fallait le mettre à tel endroit, il fallait le mettre à tel endroit. C'est bien, on est vraiment, c'est très bien de penser pour eux, très bien. Ceci étant, moi je pense aussi que, qu'est-ce qu'on fait des petites communes si on dit que les commerces doivent aller sur la ville centre-bourg? D'accord, alors on va tout mettre sur le centre-bourg et puis les petites communes autour, et ben voilà. Mais moi, je défends le commerce local. C'est pas par rapport à vous que je dis ça, monsieur Oui, Total. d'accord, mais par exemple, sur Aldi, ce que je souhaite, c'est qu'il n'y ait pas de boulangerie industrielle qui s'installe dans de nouveaux bâtiments. Parce qu'on a un commerce aujourd'hui qu'il faut défendre, qui est la boulangerie de cœur de ville. Oui, ça on peut vous en parler parce que vous avez dû remarquer en étant très attentif à nos conseils municipaux que le conseil municipal d'ailleurs, je me souviens plus de sa l'unanimité, mais je l'espère, avait même voté une subvention d'aide à la boulangerie et nous avons aidé aussi en termes d'ingénierie avec la commune d'Aglo, notamment par rapport au bâtiment de France. Tout à fait. Donc là-dessus, je crois qu'on n'a pas de leçon spéciale à donner, mais bon, on a toujours meilleur et plus brillant que nous-mêmes. Et c'est pour ça que j'avais incité dès la première fois où vous êtes intervenu en conseil municipal, M. Turpin, parce que vous participiez activement, en effet, au regard de vos compétences qui sont celles qui sont les vôtres, c'est-à-dire celles de tout conseiller municipal dans un domaine peut-être plus particulier. Voilà, alors, bon, je ne sais pas si à chaque conseil municipal, va falloir qu'on parte sur tel ou tel sujet, ou alors on en parle à l'avance et puis on prend un temps bien précis. Sinon, voilà, bon, point. Excusez-moi, mais là, c'est des sujets. Je vous coupe, mais là, c'est des sujets importants. Ah ben, je n'ai jamais dit que ce n'est pas important. Tout est important. Je pourrais vous parler aussi de sujets très très importants, hein, comme les inondations. Si vous voulez, on peut s'y arrêter pendant quelques heures, si, volontiers. Et tout le travail qu'on est en train de faire, d'ailleurs, avec M. Heurter, entre C'est parenthèses. ça, la démocratie. Et qu'on va continuer avec le Sylvie du Runel, l'entreprise d'Ios et Marne-sur-Melun. Et oui, on travaille aussi. Très bien. Pouvons-nous passer au point suivant? Donc, il s'agit de la délibération 39 qui concerne donc la vente d'un terrain mitoyen à 2 parcelles de la rue Jacques Fourier, plus exactement de la rue de la Libération. Alors là, c'est un terrain mitoyen aux parcelles qui sont bâties. C'est le AH85 et le AH86. Vu le Code général des collectivités territoriales portant disposition sur la gestion des biens et sur les opérations immobilières effectuées par les collectivités, considérant l'opportunité pour la commune de céder une parcelle dans le cadre de l'alignement des parcelles sus-désignées à la demande de l'acquéreur. Je vous propose la vente à M. Brouet du terrain suivant. Terrain mitoyen des parcelles cadastrées AH85 et AH86 appartenant à la commune rue de la Libération, environ 0,50 soit 50 mètres carrés, à 70 € le mètre carré, soit à plus ou moins de 3 500 €. Et le notaire, c'est Aurélie Bonnet. Vous avez des questions? C'est bon? Très bien. De toute façon, c'est un terrain qui était déjà en semi-possession des personnes qui habitaient déjà dans ces 2 logements-là. Ils avaient nettoyé le terrain, ils s'en servaient comme jardin. Et ils ont fait la découverte que ça ne leur appartenait pas. Quand il y a eu la vente, le notaire a dit non, c'est un bien communal. Complètement enclavé. Voilà. Je propose de passer au vote, donc qui est contre, qui s'abstient, parmi les pouvoirs, qui est contre, qui s'abstient. Merci pour ce vote unanime. Ah oui, le micro. Donc je passe la parole à Madame Frédéric Léandre pour la délibération 40. Et non, là, ça ne marche pas. Oui, non. Kevin, on va avoir besoin de toi. Si, ça fonctionne. Sûr?
Ça fonctionne. Oui. Bon, eh bien, nous allons donc passer au point qui a été rajouté à l'ordre du jour, la suppression d'un poste d'adjoint technique principal de 2e classe à temps complet au 1er mai 2026. Il s'agit donc qu'une agente du service entretien qui était en longue maladie a été admise au droit à la retraite pour invalidité au 1er mai 2026 par la CNRACL, la Caisse de retraite des agents territoriaux. Il est important de supprimer son grade du tableau des effectifs dès maintenant afin que ce dossier soit présenté au comité social technique du centre de gestion de l'Aisne. Il est donc nécessaire de supprimer le poste actuellement occupé sur le grade d'adjoint technique principal de 2e classe à temps complet. Ceci exposé, je vous rappelle également qu'il appartient au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services. En cas de suppression d'emploi, la décision est soumise à l'avis préalable du comité technique qui se tiendra donc le 9 juin prochain. Considérant le tableau des emplois adopté par le conseil municipal le 27 janvier 2026, considérant la nécessité de supprimer le poste, je vous refais pas la lecture, nommé, au regard de sa vacuité dès le départ de son titulaire. Je propose à l'Assemblée, dans l'attente de l'avis du comité technique, la suppression d'un emploi d'agent technique principal de 2e classe à temps complet à hauteur de 35 heures hebdomadaires relevant de la catégorie C à compter du 1er mai 2026. Le tableau des emplois sera ainsi modifié à compter de cette date. Filière technique, cadre d'emploi, adjoint technique territorial, grade adjoint technique principal de 2e classe, ancien effectif 4, nouvel effectif 3. J'appelle donc le conseil municipal à approuver la suppression du poste ci-dessus exposé. Vous avez des questions? Bon. Donc on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Parmi les pouvoirs, contre? S'abstient? Donc unanimité. Alors j'espère que je n'ai pas fait d'impasse, on avait beaucoup là, hein, si je me trompe bien. Voilà. Donc 2-3 informations agenda. Donc première information au niveau de la médiathèque Jacques Lobe. Donc la suite de l'exposition hommage à Alain Paco courant du mois de mai. Je tiens à préciser que le samedi 2 mai, donc il y a eu un hommage à la médiathèque, donc avec une très forte participation, je dirais pas moins de 80 personnes à peu près. Hein. En sachant que la veille, il y avait déjà eu un travail à la biscuiterie, donc c'était un travail commun, biscuiterie-médiathèque, un travail conséquent, hein, de qualité, donc un hommage donc, à Alain Paco, qui a résidé au-dessus à la médiathèque, qui a résidé à l'école nouvelle de Progis, et je l'ai appris tardivement par M. Clairbois, qui a été pendant 3 mois conseiller municipal des Saônes-sur-Marne. Mais bon, visiblement, connaissant M. Paco, d'après ce qu'on m'en a dit, c'était peut-être pas son truc. Et au bout de 3 mois, il a démissionné. Voilà. Donc c'est un hommage vibrant, avec beaucoup de gens très bien. Donc, conseil municipal, donc j'en ai parlé obligatoire. Ah oui, rencontre avec Dominique Brisson, donc toujours à la médiathèque le 30 mai à partir de 16h. Conseil municipal le 5, alors absolument le quorum, absolument le quorum. Ça ne va pas durer longtemps. Sauf s'il y a d'autres points à l'ordre du jour, mais bon, moi je propose qu'il n'y ait que ce point à l'ordre du jour, vendredi 5 juin, donc on le fera pareil. Pardon? Un vendredi? C'est obligatoire. C'est obligatoire pour tous les départements de France concernés. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Et donc, voilà. Et donc, par contre, le mercredi 10 juin, le conseil initialement prévu. Donc on n'a pas voulu basculer le 10 juin sur le 5, parce que le 5 c'est un vendredi, on s'est dit bon, si on reste 2 heures dessus, ça ne va pas le faire obligatoirement. Donc ce petit point le 5 juin, et le conseil normal, j'ai envie de dire, le 10. Très bien. Je vous propose de clore le conseil. C'est bon, pas de souci. Très bien. Merci à tous et à toutes, et puis bonne soirée.